Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec Pierre Comon, Frédéric Caïrou et Jehan-Richard Dufour à la technique et préparé par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Mathilde Unger, Julien Tricard et Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez tout à l'heure à 10h50 pour la suite et la fin déjà d'une discussion avec Henri Atlan. C'est la suite et la fin déjà pour nous aussi ce vendredi d'une semaine sur Montaigne dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Jean-Yves Pouillou, Ali Ben Maklouf et Frédéric Brahami, c'est aujourd'hui Bénédicte Boudou qui est notre invité. Bénédicte Boudou à qui l'on doit notamment un dictionnaire Montaigne très utile chez Léo Cher. Une semaine enregistrée en 2 journées d'hiver passées entre-temps à visiter la petite chapelle de Montaigne, la chambre, enfin sa librairie et ses poutres érudites. Voici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit d'emblée que je ne m'y suis proposé aucun autre but que personnel et privé. Je ne me suis préoccupé ni de te rendre service, ni d'en retirer pour moi une quelconque gloire. Mes forces ne peuvent y prétendre. J'ai destiné ce livre au profit particulier de mes parents et de mes amis, afin que, m'ayant perdu, ce qui ne saurait tarder, ils puissent y retrouver certains traits de mon comportement et de mon caractère, et qu'ils leur donnent alors de moi une connaissance plus entière et plus vive. Si j'avais simplement recherché la faveur du monde, je me serais paré de beautés empruntées. Je veux qu'on me voie ici dans ma manière d'être simple, naturel et ordinaire, sans recherche ni artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront sur le vif, ainsi que mes imperfections et ma façon d'être naturelle, autant que me l'a permis le respect du haut public. Si j'avais vécu chez ces peuples qu'on dit vivre encore dans la douce liberté des premières lois de la nature, je t'assure que je m'y serais très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Il n'est pas raisonnable de t'amuser à un sujet aussi frivole et aussi vain. Adieu donc. Il était temps que dans cette semaine sur Montaigne et chez Montaigne, Bénédicte Boudou, nous parlions de la préface des essais, la fameuse, très fameuse adresse au lecteur. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous poser une question que je me suis toujours posée sur ce texte, à savoir comment se fait-il que Montaigne s'adresse ainsi à son lecteur en lui disant « voilà un livre de bonne foi, voici un livre de bonne foi, etc. etc. voilà ce qu'il y a dans le livre ». Et il termine en disant « Je suis moi-même la matière de mon livre. Il n'est pas raisonnable de t'amuser à un sujet aussi frivole et aussi vain. Adieu donc. » Quelle étrange manière, et peut-être est-ce moi qui comprends mal le mot d'adieu ici, de congédier un lecteur auquel il s'adresse tout au début de ce texte. Il dit « Il n'est pas raisonnable de t'amuser à un sujet aussi frivole et aussi vain. » En d'autres termes, lire les essais est déraisonnable, ou inutile, ou frivole. Oui, alors je crois qu'il y a beaucoup de coquetterie, évidemment, dans cette préface, puisque Montaigne souscrit à la tradition de l'avis au lecteur qu'on a dans beaucoup de livres au XVIe siècle, puisque l'imprimerie est quelque chose de récent. Mais tout en y souscrivant, il en refuse les conventions, puisque lui-même va choisir un genre de livre, enfin, qui n'est pas tout à fait un genre, puisqu'il n'y a pas encore d'essai existant, pour son livre. Et il congédie son lecteur et d'une certaine façon, il l'appelle en fait à un effort très important. C'est-à-dire celui qui n'a pas la volonté de me lire, qu'il ne me lise pas. Il fera la même chose avec son élève. Il dit au précepteur, si l'élève n'a pas le goût d'apprendre, ce n'est pas la peine qu'il devienne pâtissier.
Et même avant la dernière édition des Essais, Montaigne dit qu'il l'égorge dans un coin. Mais il va supprimer ça parce que c'est quand même un petit peu provocateur. Coquetterie donc, chez un homme qui dit « C'est moi que je peins, je me serais paré de beautés empruntées si j'avais recherché la faveur du monde, je suis là dans ma manière simple, naturelle et ordinaire. » Il y a donc, malgré tout, chez Montaigne, dans la profession qui est la sienne, ou la promesse qu'il fait de se peindre tel qu'il est, qu'il le veuille ou non, un soupçon, enfin, une relique d'affectation. Oui, il y a une relique d'affectation. De même, si vous voulez, dans les prétentions anti-rhétoriques, il y a une certaine part d'affectation. Non que Montaigne fasse un usage de la rhétorique, mais si vous réfléchissez, dans le livre 1, il consacre un chapitre entier à Cicéron pour le dénigrer, et le chapitre qu'il consacre à la Boétie, de l'amitié, je trouve tout de même que la Boétie en est un petit peu absent. Comme si, d'une certaine façon, alors que son ami lui a dit « N'oubliez pas de me faire une place », il s'était presque substitué à lui en quelque sorte. C'est le deuil de la Boétie qui permet l'écriture des Essais. Alors, la Boétie est absent peut-être dans la mesure où Montaigne n'a pas inclus dans ses essais le discours de la servitude volontaire. Oui, parce que les protestants l'avaient déjà publié et que donc il n'a pas voulu, en publiant ce discours, cautionner cet acte d'une religion qu'il réprouve. Il disait dans ce chapitre, le chapitre 28 du livre 1 des Essais, il dit qu'on a appelé le tombeau de la Boétie, qui est un des plus beaux textes sur l'amitié qu'on puisse écrire. Oui. On en retient en général un alexandrin magnifique parce que c'était lui, parce que c'était moi. La césure à l'hémistiche. Or, justement, il y a une césure à l'hémistiche, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il disait, ensuite, nous étions si proches qu'on ne voyait même plus la couture qui nous avait joints. Or, c'est étrange, cette manière de considérer qu'ils sont si proches qu'au fond, on ne voit même plus la couture. C'est comme un puzzle qui aurait effacé le dessin de ses pièces, tant ils sont sur la même image, tant ils appartiennent au même univers, tant ils sont en connivence, en plus qu'accointance l'un avec l'autre. Et dans le même temps, il résume tout cela en affirmant une différence irréductible et le respect et l'égard qui est dû à cette différence. Comment concilier, selon vous, chez Montaigne, à la fois cette proximité qui efface les coutures, qui fait que le mélange est tel que les coutures sont effacées et qui culmine dans l'affirmation d'une différence radicale, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Vous voyez une différence, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait une, en fait, parce qu'il dit dans ce même chapitre que finalement, il n'y a pas de don entre amis, parce que donner quelque chose à son ami, c'est se faire un don à soi-même. Donc je ne suis pas sûre qu'il voit là une différence. Bien évidemment, il sait ne pas avoir le même tempérament que la Boétie. Mais en quelque sorte, la Boétie est celui qui lui a permis de s'exprimer et de surmonter l'émotion de cette passion qu'a été pour lui l'amitié. Parce qu'il présente l'amitié comme une passion. Il dit même que pour survivre au deuil de la Boétie, il s'est fait amoureux. C'est-à-dire qu'il a essayé de troquer une passion contre une autre. Et son enjeu contre les passions, ça n'est pas de les déraciner de l'homme, c'est de pouvoir en parler. Ce qu'il redoute dans la passion, c'est qu'elle vous rend aphasique. Du reste, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont que des accointances et des familiarités nouées par le hasard ou par la commodité, grâce auxquelles nos âmes s'entretiennent. Dans l'amitié dont je parle, les âmes se mêlent et se confondent l'une en l'autre, en un mélange si total qu'elles effacent la couture qui les a jointes et ne la retrouvent plus. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui ». Parce que c'était moi. Bénédicte Boudou, est-ce qu'il n'y a pas également chez Montaigne une façon de parodier les causeurs, comme il dit, c'est-à-dire ceux qui recherchent les causes, ceux qui laissent les choses et courent aux causes. Au fond, ceux qui demandent à celui qui éprouve un sentiment de nous donner les raisons du sentiment qu'il éprouve. On sait bien, par exemple, que quand on dit pourquoi on aime quelqu'un, c'est que l'amour est mal parti. Il en va de même, peut-être, pour cette amitié dans laquelle entre peut-être plus d'amour encore que dans l'amour lui-même, en tout cas moins d'amour propre. Est-ce que Montaigne ne s'en prend pas à ceux qui veulent, en un trait de plume comme ça, un peu parodique, est-ce qu'il ne s'en prend pas à ceux qui veulent réduire un sentiment
aux causes qu'il faudrait lui attribuer. C'est tout à fait possible. Et d'autant plus que, si vous voulez, cet alexandrin, en fait, a été composé en 2 temps. Il a ajouté d'abord parce que c'était lui, et dans un deuxième temps parce que c'était moi. Mais ce que vous dites de ceux qui recherchent les causes, Montaigne se moque vraiment bien d'eux au chapitre des boiteux. Vous savez, 3.11, plaisants causeurs qui vont toujours chercher une cause là où peut-être il n'y a qu'illusion. Hein. Oui, on a vu avec Ali Ben Maklouf à quel point le bavardage s'accommodait de ces recherches soi-disant fondamentales qui en réalité éludent ce que nous avons sous les yeux. Alors, je précise pour notre auditeur que le texte que je lis ici, à la différence des 4 émissions précédentes, n'est pas extrait de la traduction en français moderne des essais par André Lanly, texte sur lequel j'ai plaisir à travailler depuis qu'il existe, depuis 2-3 ans, donc les essais en français moderne chez Gallimard. Mais c'est votre texte, Bénédicte Boudou, sur lequel nous travaillons ici. Un tout petit peu de philologie quand même. D'abord, sur la nécessité de traduire, entre guillemets, moderne, Montaigne en français moderne, et deuxièmement, la raison pour laquelle vous avez vous-même entrepris un tel travail, alors que désormais, ces travaux existent. Hein. Il y a la version de Guy de Pernon, voilà, oui. Et celle d'André Lanly. Pourquoi la vôtre ? Alors, pour la première question, je pense que la langue de Montaigne reste très difficile. Lui-même a choisi d'ailleurs une langue difficile, et c'est Bernard Seff qui dit dans son Montaigne et les règles de l'esprit que finalement, l'écriture de Montaigne est une résistance à la domination, en quelque sorte, qui prolonge d'ailleurs le discours de la servitude volontaire de son ami la Boétie. Il s'agit de résister à la tyrannie. Bien, maintenant, par la difficulté d'un style, par la difficulté. Oui. Pour arrêter le lecteur par l'embrouillure. Alors, évidemment, maintenant, cette embrouillure a pris, si vous voulez, une puissance importante du fait de l'écoulement des siècles. Et nous voyons bien que nos étudiants même, ceux qui préparent l'agrégation cette année, vont regarder les traductions pour comprendre Montaigne. C'est-à-dire que nous... Bon, vous parlez des étudiants de lettres ici. Je parle des étudiants de lettres qui ont Montaigne à l'agrégation, de même que les étudiants cagneux, si vous voulez, qui ont Montaigne également au concours de normale supérieure. Donc c'est vraiment une langue difficile. Alors maintenant, des traductions intégrales existent, mais ce que nous avons choisi de faire, c'est de traduire Montaigne anthologiquement, de façon à ne pas arrêter le lecteur d'aujourd'hui, parce que nous ne nous adressons pas à des 16e, à des spécialistes, le lecteur d'aujourd'hui par des références très difficiles qui appartiennent à sa culture. Sa culture humaniste, c'est quelqu'un qui lit les commentaires de César, c'est quelqu'un qui lit Plutarque, qui lit volontiers Olugel, Élien. Il ne cesse de parler d'Anaxagore ou de Charondas. Bon. Pour le lecteur d'aujourd'hui, ça peut être un petit peu perturbant. Donc, nous avons choisi de couper, de façon à rendre Montaigne digeste. Alors, je sais bien que c'est très iconoclaste comme entreprise, mais mon idée, c'est quand même que si Montaigne peut être approché, apprivoisé, je ne cherche pas à me remplacer à sa langue, bien évidemment, mais à y inviter, c'est déjà quelque chose qui appartient au patrimoine de notre littérature qui peut être possédé par un peu plus de monde. Dans ces questions de philologie, de traduction, nos auditeurs pourraient penser que ces questions sont finalement assez vaines et que l'essentiel est que nous disposions d'un texte de Montaigne qui soit aisément accessible par quelqu'un qui n'a pas la maîtrise du français du XVIe siècle. Et pourtant, il y a des enjeux parfois considérables derrière ces querelles de traducteurs. Je voudrais ici vous donner un exemple et justifier l'utilisation que je fais du Lanly en ce qui me concerne. Dans le chapitre de l'expérience, le chapitre 13 du livre 3, qui est un chapitre magnifique, merveilleux, vraiment indépassable à mon avis. Bon, dans ce chapitre-là, Montaigne dit notamment, que je donne de mémoire, notre chef-d'œuvre, notre grand glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos. Lanly, traduisant le texte original, dit vivre à propos. Guy de Pernon, j'ai vérifié, oui, traduisant le texte original, dit vivre comme il faut. Ce qui, et cela est étayé par un certain nombre de commentateurs, mais il n'y a aucun argument d'autorité derrière ça, me donne le sentiment d'un contresens manifeste sur l'œuvre de Montaigne, dans la mesure où c'est le Montaigne épicurien qui parle de vivre à propos, c'est le Montaigne stoïcien qui, en revanche, reprend l'injonction du stoïcisme, le catéchone stoïcien, le principe de convenance stoïcienne qui voudrait qu'on vive comme il faut. Et derrière la stoïcisation du style de Montaigne, peut-être y a-t-il l'ambition, pour le coup, de le catholiciser ou de le christianiser davantage qu'il n'est. Est-ce qu'un détail comme ça, d'abord, peut justifier le choix d'une traduction plutôt que d'une autre? Et qu'en pensez-vous vous-même, Bénédicte Boudou? Alors, vous avez tout à fait raison. Vivre comme il faut, c'est une mauvaise traduction.
ça je suis entièrement d'accord, vivre à propos est bien meilleur, parce que vivre à propos, ça veut dire jouir de tous les instants dans le présent que la vie nous donne. Et il y a même dans le livre, dans le 13e chapitre, un très très bel exemple où Montaigne dit que finalement César et Alexandre étaient capables de dormir en toutes circonstances, et que c'est peut-être de cela qu'on doit leur être le plus reconnaissant, plus encore que des victoires qu'ils ont remportées, parce qu'au moins là, ils savaient vivre. Vivre à propos. Alors que vivre comme il faut, c'est un côté normatif qui ne convient pas du tout à Montaigne. Que la norme soit la nature ou qu'elle soit l'évangile, en l'occurrence, hein, peu importe. Bien sûr. Maintenant, pourquoi Guy de Pernon me semble avoir fait une bonne traduction dans l'ensemble, mais avec bien évidemment des choses que nous avons corrigées, c'est simplement parce qu'il a respecté, si vous voulez, alors que Lanly a fait un très beau travail aussi, mais il a respecté l'absence de paragraphe chez Montaigne. Et ça me semble important, parce que c'est une pensée qui se déroule, qui va dans tous les sens, mais qui est structurée malgré tout. Simplement, à nous de trouver la structure en penseur pré-cartésien, parce que nous avons un peu l'esprit déformé par l'ordre cartésien qui veut que les choses soient bien catégorisées. Il est pré-cartésien, mais il est post-cicéronien. Vous l'avez dit vous-même. Oui. Il se moque de Cicéron, il se moque de l'homme paragraphe, ou de l'homme... Et de l'homme préface et préambule. De l'homme préface et préambule, de l'homme compositeur de discours, Bénédicte Boudy. Tout à fait, de l'homme compositeur de discours et surtout de l'homme qui, alors qu'il est consul, trouve le moyen d'écrire des lettres pour traduire sa renommée devant la postérité. Bon, il trouve ça absolument ridicule. De même pour Pline le Jeune, le chapitre sur Cicéron suit le chapitre sur la solitude. Il dit vraiment, ils ont cherché la gloire dans la solitude, donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que Guy de Pernon, quand il enlève les paragraphes, certes est fidèle à Montaigne, mais ne joue pas un mauvais tour au lecteur en le laissant justement dans la marée informe d'un texte qui ne s'arrête jamais et dont que ces allongeailles grossissent démesurément? Vous-même avez fait une anthologie de Montaigne, après tout. Cette fragmentation du texte de Montaigne est assez fidèle à l'ambition qui était la sienne d'aller à Sceaux et à Gambade. Alors, j'espère que le lecteur ne s'en sentira pas froissé. C'est vrai que Guy de Pernon laisse le lecteur un petit peu seul en face de ses responsabilités, mais il met des manchettes en marge de son texte, de façon à lui donner des points de repère. Et c'est un petit peu, en fait, l'ancêtre de la lecture rapide, ces manchettes qu'utilisaient les humanistes en marge de leurs livres. Revenons-en au chapitre 28 sur l'amitié. Montaigne est catholique. Il n'y a pas dans les essais un seul mot désagréable à l'encontre de l'Église apostolique et romaine. Montaigne est catholique, nous sommes chez lui. J'ai dit cette semaine et je redis maintenant que nous avons visité sa librairie, ce qui est bouleversant. En visitant sa librairie, on y découvre le petit soupirail qui lui permettait d'entendre la messe sans avoir à se lever. Donc, non seulement il est catholique, mais il a l'esprit pratique. Montaigne, donc, est chrétien. Et dans le même temps, il consacre des pages magnifiques à l'amitié qui, de toutes les vertus, est la moins chrétienne puisqu'elle est sélective. Est-ce qu'en ce sens, Montaigne n'est pas davantage un homme de l'Antiquité, au sens où Aristote pouvait parler d'amitié, au sens où les latins pouvaient parler d'amitié, qu'un homme du christianisme ? Alors c'est une question intéressante, mais le christianisme dit aussi « aime ton prochain comme toi-même ». En fait, pas Montaigne n'aime pas son prochain comme lui-même, il a le sens de la distinction. C'est un élitiste. Ça, tout à fait. Mais je pense que
il est chrétien et il est un homme de l'Antiquité. Je pense qu'il est les deux. Je pense que c'est un chrétien assez tiède. Mais les études d'Alain Legros sur le chapitre des prières montrent que quand même, il y a une profession intéressante de Montaigne. Bon, pas seulement contre les protestants et contre les réformés, mais également, par exemple, quand il dit qu'il lui semble qu'il faille avoir l'âme réglée avant de prier, il énonce quelque chose d'un petit peu paradoxal parce que les théologiens catholiques considèrent qu'en réalité, c'est Dieu qui règle l'âme et que l'homme n'a jamais à agir sur lui-même pour régler son âme. Alors que Montaigne considère qu'on prie un peu trop Dieu pour lui demander de venir au secours de nos complots. Il explique que le voleur priera Dieu pour arriver à escalader la muraille d'un château qu'il entend dérober. Donc il y a là quelque chose qui le choque, parce que c'est peut-être quelqu'un de trop rationnel pour le catholicisme. Mais est-ce que son anti-catholicisme, je mets le mot évidemment entre guillemets ici, ne vient pas du fait qu'il appartient au corps de régler l'âme, plus que l'inverse, Bénédicte Boudou? Tout à fait. Il appartient au corps de régler l'âme ou l'esprit, parce que parfois il parle d'esprit, en particulier dans le chapitre 3.13. Et c'est un très très beau passage où il explique que finalement, l'âme, l'esprit irait dans tous les sens si le corps ne lui donnait sa pesanteur pour arrêter son élan un petit peu vagabond et très désordonné. Dans cette mesure, qu'en est-il et comment passer chez Montaigne de ce rapport finalement du corps et de l'esprit? Un rapport qui, pour une fois, tourne à l'avantage du corps chez Montaigne. Peut-être est-ce une façon de spiritualiser le corps d'ailleurs, plus encore que d'incarner l'âme. Comment passe-t-il de cela à sa conception de l'éducation, qui procède à la fois de la transmission d'une méthode plus encore que d'un savoir, une tête bien faite pour un précepteur plus qu'une tête bien pleine, et qui dans le même temps, et Rousseau saura s'en inspirer, comme Rabelais le faisait au même moment que lui d'ailleurs, se méfie des livres ou d'une connaissance purement livresque du monde. Comment Montaigne distille-t-il sa connaissance ou son rapport, la conception qu'il se fait des rapports du corps et de l'esprit dans sa méthode éducative? Tout d'abord, quand vous réfléchissez à ce texte sur l'éducation... C'est le chapitre 26 du livre 1. 25-26, bon, ça dépend des éditions, mais ce chapitre sur l'éducation, institution des enfants... parle de l'enfant comme d'une âme que le précepteur va régler un petit peu comme il réglerait le pas d'un cheval. C'est-à-dire que déjà, l'âme a une certaine animation. Elle est presque corporelle. La deuxième idée, c'est que le corps doit être éduqué en même temps que l'âme. C'est-à-dire que l'enfant doit être arraché au giron de ses parents, qui est trop protecteur, et doit s'exercer, suer, être mouillé, ne pas craindre de se dépenser et d'être même blessé, pourvu qu'il prenne un petit peu d'endurance. Et puis, le corps et l'âme doivent constituer un homme, parce que c'est ça qui est important pour Montaigne, c'est l'alliance du corps et de l'âme, et non pas former un savanteau. C'est quelque chose qui lui fait horreur. C'est preuve de mauvaise digestion que de régurgiter la nourriture comme on l'a ingérée. L'estomac n'a pas fait son travail s'il n'a pas modifié et transformé ce qu'on lui avait donné à digérer. Notre esprit ne se met pas en branle de lui-même, mais lié et astreint au bon plaisir d'autrui, esclave et captif de l'autorité du professeur. Avec Ali Ben Maklouf, dans les deux émissions qui précèdent la nôtre, nous avons parlé de son rapport à la connaissance et de ce rapport haltérophile qu'il entretient à l'autre, justement. Une façon pour lui de s'intéresser à l'autre comme tel et de ne pas le phagocyter dans les cadres de sa propre connaissance, bref, de ne pas le digérer. Et à cet égard, on faisait de Montaigne l'un de ceux qui pensent la connaissance autrement qu'à la façon cartésienne plus tard, d'une application de concepts qui réduirait la nouveauté à un cas particulier, à la façon dont un aliment peut être digéré par le corps et réduit donc à du semblable ou à des excréments, comme il le dit lui-même parlant de son livre. Ici, pourtant,
Montaigne, paradoxalement, fait l'éloge de la digestion. Il dit, c'est preuve de mauvaise digestion que de régurgiter la nourriture comme on l'a ingérée. L'estomac du cerveau doit quand même faire son travail. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la pratique de la vie, le respect qui est dû aux autres, la considération de leurs différences, la question des cannibales, et l'éducation qui, malgré tout, est l'apprentissage d'un savoir objectif qu'il faut bien savoir digérer? Je crois qu'il y a une différence parce que les autres que l'enfant doit absorber et digérer, ce sont les livres. Donc c'est un rapport à la lecture qui est en question là et non pas un rapport à l'homme. Puisque dans l'éducation, l'enfant doit absorber Xénophon, Plutarque, Sénèque, il doit les faire lui, il faut qu'il emboive leurs humeurs, dit Montaigne très clairement. Mais par ailleurs, il faut qu'il aille rendre visite au bouvier, au maçon, à n'importe quel artisan du coin, de même qu'il faut qu'il aille frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui nie l'autre. Mais l'autre, à partir du moment où il est un livre, il doit être absorbé. C'est plutôt un refus de l'autorité que de l'autre. Mais c'est vrai que ça commence de la même façon. Alors ça, c'est étonnant. Il faut en venir ici à la façon dont lui-même a été élevé, Oui. Bénédicte Boudou. Quelques informations, là encore, on essaie de distiller dans ces émissions quelques informations biographiques sur Montaigne. Et effectivement, Montaigne a eu cette éducation double, faite de connaissances et de nature, au fond. Et le Montaigne stoïcien des normes naturelles, le Montaigne provisoirement stoïcien, vient peut-être du fait qu'il a d'abord été élevé à la ferme qui était en bas de chez lui. Tout à fait. Et bon, il était réveillé, vous savez, en douceur. Il ne fallait absolument pas le brusquer. Ça n'a rien à voir avec le Gargantua de Rabelais qui doit se lever à 4 heures du matin. Au son d'un instrument de musique. Il ne parle que latin avec son précepteur. Il apprend le grec, il le dit de façon piètre, mais enfin, il savait quand même le lire. Il apprend le grec en jouant avec son père. Il pelotait ses déclinaisons. Donc, tout se fait par jeu et tout devient occasion de savoir. Passez-moi le sel devient une occasion d'apprendre comment le sel est fabriqué. On va voir comment travaillent les artisans et on discute avec les paysans autour de soi. C'est comme ça qu'il reste assez proche et qu'il est ému par la façon, par exemple, dont les paysans affrontent la mort ou la douleur, dont ils appellent rhume une phtisie, parce que c'est d'eux qu'il a retenu ses plus graves leçons. Le gain de notre étude, c'est d'en devenir meilleur et plus sage. Savoir par cœur, ce n'est pas savoir, c'est conserver ce que l'on a confié à sa mémoire. Ce qu'on sait véritablement, on le possède sans se référer au modèle, sans tourner les yeux vers son livre. Médiocre connaissance que des connaissances purement livresques. Pour cet apprentissage, tout ce qui s'offre à nos yeux peut servir de livre. Le mauvais tour d'un page, la sottise d'un valet, un propos de table, voilà autant de sujets nouveaux. C'est pourquoi la fréquentation des hommes ainsi que la visite des pays étrangers conviennent ici tout particulièrement. Non pour en rapporter seulement à la façon de notre noblesse française combien mesure la Santa Rotonda et quelle riche dessous porte la Signora Livia, ou comme d'autres, de combien le visage de Néron sur une vieille pierre de Rome est plus long ou plus large que sur telle antique médaille, mais pour en rapporter surtout le caractère et les mœurs de ces nations. Et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui, je voudrais qu'on commence à faire voyager l'élève dès son plus jeune âge, en premier,
pour faire d'une pierre deux coups, dans les pays voisins dont l'idiome est le plus éloigné du nôtre et auquel, si vous ne l'y formez très tôt, la langue ne peut se faire. Bénédicte Boudou, on a vu que Montaigne, ou l'apprentissage de Montaigne, oscillait entre le contact de l'autre, la simplicité, la rugueuse simplicité des paysans qui l'entourent, par exemple, mais également la connaissance, c'est après tout l'homme le plus cultivé de son temps. Et dans le même temps, alors c'est un premier paradoxe sur Montaigne, deuxième paradoxe peut-être, voilà un homme dont on retient le caractère sédentaire, où Casani est l'homme dans sa tour, et qui pourtant, il faut le rappeler ici, n'a cessé de voyager. J'ai presque envie de dire, non seulement il voyageait, mais en plus, quand il était chez lui, il réfléchissait en marchant. Voilà. Mes pensées dorment si je les assieds. Il a besoin absolument de bouger. Mais tourner dans sa librairie, c'est pas comme voyager. Oui, mais enfin, il ne tournait pas seulement dans sa librairie. Il était quand même, il a minimisé un petit peu son rôle politique. Je crois qu'il a quand même reçu Henri de Navarre, il a reçu Henri III, il est allé intervenir à Bordeaux contre les ligueurs. Bon, il n'en fait pas. Comme il a décidé que l'essai allait peindre l'homme privé, parce qu'il refuse finalement la biographie un petit peu glorieuse. Il n'en fait pas trop état, mais il a quand même écrit à Henri III pour réduire les impôts des pauvres. Il s'est quand même prononcé en faveur d'un certain nombre de mesures sociales, on pourrait dire déjà. Et je crois que c'est un homme du mouvement. Comme le dit Starobinski, il a passé comme 18 mois entre la Suisse, l'Allemagne et l'Italie avant de revenir à Montaigne. Et il était ravi de voyager parce que finalement, comment dire, je crois que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la diversion. Pascal ne comprendra pas bien cela, mais c'est par la diversion qu'on se guérit de toutes les blessures. Au fond, Pascal critique le divertissement au motif qu'il dissimule notre condition véritable, et dans le même temps, Pascal, on en parlait hier, permet de concevoir que si nous ne savions pas que nous sommes mortels, nous n'aurions pas besoin de nous divertir. Montaigne assume pleinement la diversion sans porter sur elle le moindre jugement de valeur. Au contraire, il trouve que c'est la meilleure des choses qui soit. C'est comme ça qu'il raconte la façon dont il va divertir les dames d'un deuil. Moi, je pense souvent à... Ou qu'il fait l'éloge du passe-temps. Voilà, à La Fontaine, si vous voulez, avec la jeune veuve. Où donc est le jeune mari que vous m'avez promis? Au bout d'un an, il n'est plus question des pleurs. Il est vraiment étrange que les choses en soient arrivées là, dans notre siècle. Que la philosophie, même pour les gens intelligents, ne soit qu'un mot creux et chimérique, qu'elle ne serve à rien et n'ait pas la moindre valeur dans l'opinion générale et dans la réalité. Montaigne, en faisant ce constat, formule une idée reçue sur la philosophie qui traverse les siècles au point d'en venir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a, comme on dit, une mode de la philosophie, et c'est une mode de la philosophie qui repose uniquement sur l'idée que, contrairement aux apparences et contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce qu'elle est, entre guillemets, ou ce qu'elle semble être, la philosophie permet de penser la vie quotidienne. Comme si, en découvrant cela, on prenait le contre-pied des apparences qui sont celles de la philosophie. Or, ça, c'est un diagnostic que formule Montaigne dès le XVIe siècle. D'où lui vient une telle acuité, selon vous, Bénédicte Boudou? Il a puisé très largement ce genre de regard chez les deux auteurs qui sont les tonneaux où il puise comme des Danaïdes, c'est-à-dire Plutarque et Sénèque. Il lui semble que ce qui est important, c'est de vivre le mieux possible. Et il a puisé cette idée chez Plutarque, c'est tout à fait net. C'est lui dont il imite les vies. Et c'est lui qui lui a indiqué que finalement, une vie est faite également de gestes insignifiants, de signes de l'âme qu'il faut chercher à découvrir. Les essais sont truffés de citations. Truffés de citations, et il en rajoute encore, oui. À mesure que les éditions avancent. Ce sont les allongeailles. Il les truffe de citations. Vous avez cité Plutarque, Sénèque, on pourrait citer une infinité d'auteurs qui le précèdent. C'est un homme bibliothèque, Montaigne. C'est un homme de la conférence aussi. C'est-à-dire de la discussion. De la discussion avec des égaux. En cela, alors j'en viens justement à la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on peut dire, qu'il discute avec Plutarque, Sénèque, Socrate, Carnéade, Cicéron et ainsi de suite? Ça, c'est ma première question.
Et deuxièmement, on dit souvent à celui qui cite ou qui donne une citation en réponse à la question qu'on lui pose, qu'au fond il se retranche derrière cette citation pour ne pas dire ce qu'il en pense lui véritablement. Et la personnalité, le moi fragmentaire de Montaigne est également constitué de ces allongeailles, de ces citations. Est-ce que Montaigne ne permet pas de répondre à celui qui croit qu'on se cache quand on se retranche derrière une citation? Eh bien tout simplement qu'au lieu de se cacher, on n'est jamais si proche de la vie qui est le sien ou le mien quand on répond par une citation à une question qui nous est posée. Encore une fois, on a vu dans l'éducation que Montaigne demande à l'élève qu'il fasse siennes les opinions de Xénophon. Il fait siennes les opinions de ceux qu'il apprécie quand il les lit, si bien qu'il n'a pas l'impression de citer un auteur quand il reprend ce que cet auteur a dit, parce qu'il a fait sien, tout simplement. D'ailleurs, quand il n'a pas fait sien, par exemple, Cicéron ou Antisthène, il le contredit, il n'hésite pas à le contredire. Et une des façons de le contredire, c'est aussi de le faire disparaître, tout simplement, du texte. On ne sait pas qui a dit cela, ou il coupe la citation de façon à défigurer un petit peu Cicéron. Maintenant, votre première question, c'était, il discute avec Plutarque, avec Sénèque, aussi bien d'ailleurs qu'il discute avec ses voisins. Il le dit clairement, un voisin pour lui a autant d'importance qu'Olugel, parce que la vérité n'est pas à celui qui l'a dite d'abord. Elle est à tous ceux qui savent la reconnaître. Et ceux qui vivent le plus près de la nature sont peut-être les plus armés pour répondre aux questions fondamentales qu'il se pose sur l'existence et sur la mort. Mais comment peut-il dire simultanément, enfin, même s'il n'est pas contradictoire que Montaigne se contredise, puisqu'il ne cesse de le dire lui-même, mais comment est-ce qu'il peut faire valoir simultanément le point de vue simple des harengères, dont il préfère la compagnie plutôt que celle des pédants et des cuistres? Comment peut-il faire valoir le point de vue des harengères tout en citant Plutarque, au fond? On a vu au début de ce texte que dans la préface, dans la vie au lecteur, Montaigne avait la coquetterie de dire qu'il allait se peindre sans affectation. Il avait la coquetterie de se dire non coquet, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas, chez Montaigne, dans cet éloge qu'il fait de la rugueuse simplicité des gens qui l'entourent, des paysans, des harengères, des gens de son domaine, une forme, là aussi, d'affectation dont témoignerait finalement le goût qui est le sien pour Sénèque, Plutarque et Cicéron? Alors, il est possible qu'il y ait un petit peu d'affectation, qu'il y ait aussi une part de polémique, si vous voulez, qu'il envoie balader tous ces auteurs qui pensent qu'on ne réfléchit bien qu'avec des autorités. C'était quand même un petit peu le cas, et sa pratique de la glose juridique, où il était obligé de travailler sur les autorités juridiques, l'a probablement conduit à cela. Mais aussi... je pense que chez les gens du peuple, ils retrouvent des valeurs qui l'intéressent à partir du moment où ces gens-là ne sont pas des snobs, si vous voulez. Et donc des valeurs que décrit de même façon Plutarque. Ce qui est amusant, par exemple, c'est quand il parle de Jules César, qu'il admire beaucoup, mis à part sa folle ambition qu'il va condamner. Disons que ça n'est pas sa folle ambition qu'il admire le plus. Non, comme pour Alexandre d'ailleurs. Voilà, c'est finalement ce personnage qui a su jouer avec la fortune, qui a su ne jamais être blessé malgré toutes les batailles qu'il a pu traverser. Donc cette espèce de Il admire chance. Le virtuose, pas le conquérant. Voilà. Mais ce qui l'intéresse chez César ou chez Alexandre, c'est le geste de se gratter le nez, par exemple. C'est cette réflexion, cet arrêt devant l'action, la façon dont il a réfléchi avant une bataille, par exemple. C'est ça qui l'intéresse. Ces signes de la vie, très ténus. Mais par exemple, il y a une anecdote que j'aime beaucoup chez Montaigne, c'est celle de l'inceste, qui a été L-Y-N-C-E-S-T. L'inceste est accusé de je ne sais plus quel crime. Et il est en prison et on attend qu'il prépare sa défense en prison. Et comme il n'arrive pas à se défendre parce que l'émotion le prive de voix, il est littéralement exécuté sur place par les gardiens qui viennent le chercher. Et Montaigne prend la défense de l'inceste en expliquant comment peut-on se défendre alors qu'on est en face d'une foule qui ne cherche que le lynchage, que la vie, sa propre vie est en cause. Et donc, il y a là une défense de quelqu'un qui ne paie pas de mine, mais qui est privé de parole par un ensemble de circonstances qu'il faut considérer. Ça n'est pas parce qu'il a mauvaise conscience qu'il est de la sorte. Oui, donc vous parlez de l'anecdote de l'incestesse qui est
effectivement lynché par une foule devant laquelle il ne parvient pas à se défendre alors qu'il avait longuement préparé ce qu'il allait leur dire et qui se trouve démuni devant le moment, face au moment de parler au fond, un moment dont dépend sa vie, ce qui permet à la fois à Montaigne de dire, que c'est pas parce qu'on se prépare qu'on est prêt, deux, qu'on a beau s'attendre à ce qu'on va vivre, on n'en est pas moins stupéfait quand ça arrive, trois, que les foules sont dangereuses et qu'au fond, ce livre s'adresse à des lecteurs individuels dont peut-être le premier devoir est de se méfier de la foule, Bénédicte Boudou. De se méfier aussi des idées reçues, de se méfier des codes. Parce que on a tendance à trop faire entrer les sentiments dans des codes, les réactions dans des codes. Je pense par exemple aussi au passage à la fin du chapitre de la conscience sur la torture. L'idée était quand même au XVIe siècle que l'on torturait un prisonnier de façon à lui faire avouer son crime parce qu'on pensait que la force de son innocence lui donnerait des forces corporelles pour lutter contre la douleur qu'infligeait la torture. Et Montaigne explique qu'il n'y a aucune relation, finalement, lui qui est pourtant un partisan de la couture entre le corps et l'âme, il n'y a aucune relation entre la résistance qu'on peut opposer à la douleur et l'innocence. Un innocent peut avoir une peau très délicate et ne pas supporter la torture. Mais il y avait une sorte des codes de conduite, des préjugés contre lesquels il s'élève. Parmi ces préjugés, il y en a un qui fera fortune, et notamment chez Lévi-Strauss, on l'a évoqué déjà. Revenons un instant sur ce chapitre et sur cette phrase si fameuse. Il dit ceci. « Or, je trouve qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, d'après ce qu'on m'en a rapporté. Sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. À la vérité, nous n'avons d'autre critère de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et des usages du pays où nous sommes. C'est toujours là qu'est la parfaite religion, la parfaite organisation politique, le meilleur usage de toute chose. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature a produits d'elle-même et selon son processus ordinaire, là où en vérité nous devrions plutôt appeler sauvages ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun. Chez ceux-là sont vives et vigoureuses les vertus et propriétés les plus utiles et les plus naturelles, que nous avons abâtardies en ceci en les accommodant au plaisir de notre goût corrompu. Et pourtant la saveur et la délicatesse de divers fruits de ces contrées qui ne sont pas cultivés sont excellentes pour notre goût par comparaison avec les nôtres. Deux choses, Bénédicte Boudou. Qui est l'ennemi de Montaigne? L'ennemi de Montaigne est-il celui qui désigne celui qui n'est pas comme lui comme étant barbare? Ou l'ennemi de Montaigne est-il l'occidental qui gâte les choses en les artialisant à sa manière et en les souillant de son goût corrompu? Au fond, est-ce que Montaigne prend position ici en faveur des cannibales contre les Occidentaux? Après tout, les cannibales ont la sagesse de brûler les autres pour les manger et pas parce qu'ils n'ont pas la même religion. Oui, je pense que la position de Montaigne est évidemment très polémique puisqu'il ne connaît les cannibales que par des récits de voyage, en particulier Jean de Léry. Et d'ailleurs, lui-même ne se distingue pas au fond des Européens qui sont coupables de cette colonisation épouvantable. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la façon dont il joue des termes barbarie et sauvage, puisqu'en fait, il revient à l'étymologie du mot sauvage. Ils sont sauvages parce qu'ils vivent de la forêt. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas eux qui ont raison de vivre de la nature au lieu d'artialiser la nature comme nous l'avons fait en corrompant? Mais je crois que c'est dans le chapitre des cannibales ou dans celui qui précède de la modération qu'il envisage trois instances finalement, la nature, l'art et comme pour Montaigne, la troisième vous échappe. Voilà, la troisième échappe. Alors, toujours est-il que, si vous voulez, il explique que finalement, c'est la nature qu'il faut toujours suivre et que l'art, le hasard est l'art. Et que le hasard supplée souvent aux défaillances de l'art. Et il donne l'exemple de ce peintre, par exemple, qui n'arrivait pas à peindre la bave du cheval et qui finalement jette son éponge contre le tableau et parvient au résultat qu'il n'arrivait pas à obtenir par l'art. À cet égard, quand Montaigne parle de barbarie, il dit des choses que Lévi-Strauss dira plus tard dans Race et Histoire. Et barbare, celui qui, justement,
parle de barbarie, la barbarie véritable est là. Mais je voudrais quand même en revenir à cette question. Laissons de côté un aléatoire glorieux qui vaudrait au peintre de trouver la solution par la simplicité du geste, au fond. De jeter son pinceau et de produire à ce moment-là instantanément, par miracle, par le miracle de l'existence, ce que des années de labeur et de recomposition pénible n'avaient pas réussi à susciter ou à produire. Laissons cela. Revenons un instant sur son rapport à l'Occident, en vérité. Est-ce que Montaigne défend le mode de vie des cannibales, des barbares ou de ceux que les Occidentaux appellent barbares, ou est-ce qu'il s'en prend à la façon que nous avons de les considérer? Au fond, que fait-il en premier? Est-il normatif ou critique? Je crois qu'il est critique. Il est critique, il n'est pas normatif. Il défend moins les cannibales qu'il ne critique la façon que nous avons de les considérer. Parce que cette façon que nous avons de les considérer refuse l'altérité pour ce qu'elle est. Après tout, la polygamie n'est pas nécessairement condamnable. Après tout, le cannibalisme a des raisons rituelles. Après tout, ce que les colons ont fait en Amérique est absolument terrifiant. Et au chapitre des Coches, il montre très bien à quel point le discours décolonisé peut se retourner contre les colons, puisqu'il leur dit « Vous n'êtes pas là pour nous menacer, nous sommes encore chez nous. Et si vous voulez nous menacer, regardez les têtes de ceux que nous avons empalés. » Répondent donc les colonisés aux colons. Bon, dans ce chapitre des Coches, il y aura des passages extrêmement poignants dans lesquels Montaigne montre le courage des rois de ce nouveau monde, qui sont peut-être des contre-exemples de ce que sont les rois de l'Ancien Monde. Je pense au roi du Mexique, à qui on a promis le baptême, qui brûle et qui reste extrêmement ferme. C'est quand même un exemple à suivre, alors que les rois ou les grands en tout cas, qu'a côtoyé Montaigne, ne sont pas toujours capables de cette vertu au sens latin du terme. Il y a dans la librairie de Montaigne, c'est ma dernière question, une photo d'un portrait de Marie de Gournay, qui regarde le bureau où Montaigne écrivait. Lequel bureau regarde les étagères où il y avait les 1000 volumes de la bibliothèque de Montaigne. Les étagères ont disparu, les volumes sont dispersés, le bureau est toujours là, le fauteuil est toujours là, sous l'œil de Marie de Gournay. Est-ce que Marie de Gournay, selon vous, Bénédicte Boudou, a sa place dans sa librairie? C'est elle seule qui reste dans ce bureau, c'est ça. Il y a aussi une statue de Montaigne, mais il n'y a pas un portrait de la Boétie. Dans la librairie, je n'en ai pas le souvenir. En tout cas, il y a un portrait de Marie de Gournay. Écoutez, son portrait se justifierait s'il y en avait d'autres. Disons que je trouve que c'est peut-être un petit peu excessif qu'il n'y ait qu'elle. Mais c'est vrai qu'elle lui a donné un prolongement en terminant l'édition qu'il avait commencée. Mais je pense que c'est surtout l'ami qui a donné l'idée à Montaigne de poursuivre cette conversation qu'il avait avec lui en écrivant les essais, l'ami La Boétie, qui pourrait figurer dans son bureau. C'est l'heure de retrouver tout de suite le journal des nouveaux chemins de la connaissance avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Aujourd'hui est le dernier temps de notre discussion avec Henri Atlan, que vous avez pu entendre toute cette semaine dans le journal des nouveaux chemins, vous parler de vivant post-génomique et d'auto-organisation. Dernier épisode aujourd'hui, science et philosophie, deux langages pour une même réalité.
Henri Atlan. Bonjour. On a vu quasiment toute cette semaine en réfléchissant autour du concept d'auto-organisation et en se référant notamment à Spinoza, qui permettait de comprendre peut-être les subtilités de ce modèle-là et ses degrés d'application, qu'il y avait donc une inspiration spinoziste qui apparaissait en arrière-fond de votre travail scientifique. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la neurophysiologie contemporaine se trouvait déjà dans l'éthique de Spinoza il y a 3 siècles, mais que la lecture de Spinoza elle-même peut proposer une interprétation nouvelle de certains phénomènes et inversement. Donc on a là comme un dialogue mutuel entre d'un côté des recherches d'ordre scientifique et biologique et de l'autre une réflexion qui elle est d'ordre philosophique en tout cas dans ce livre-là et autour de ce thème-là de l'auto-organisation montre une fois de plus leur proximité et peut-être leur caractère indissociable, Henri Atlan. Je sais que vous êtes vous-même à la fois médecin et philosophe, donc je pense que cette problématique-là vous est particulièrement chère. Chronologiquement, pour moi, les choses se sont passées dans l'ordre différent. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des travaux en biologie cellulaire et en biologie théorique sur les théories de l'auto-organisation. Et puis, ça n'est que secondairement que je me suis plongé dans Spinoza pour des raisons personnelles, disons, et que je me suis aperçu que Spinoza était, parmi les philosophes, celui qui nous était le plus contemporain. Beaucoup plus que des philosophes plus récents, ne serait-ce que Kant, et puis même les philosophes romantiques ou les philosophes de la vie, Bergson dont on a déjà parlé, etc. Et en particulier, eh bien, le monisme spinoziste, donc cette idée que l'esprit et le corps sont une seule et même chose vue sous 2 aspects différents, avec tout ce que cela comporte, y compris comme intuition contre-intuitives, c'est-à-dire qui ont l'air de s'opposer au bon sens, eh bien au contraire, est ce qui est le plus proche de l'évolution actuelle de la biologie en particulier. Donc vous avez découvert Spinoza après les travaux scientifiques. Oui. Qui déjà, eux, mettaient en œuvre ce déterminisme. En effet, et il se trouve qu'une des raisons pour lesquelles je me suis plongé donc dans l'étude de Spinoza après coup, eh bien c'est que certains philosophes spinozistes m'ont fait remarquer que le travail que j'avais fait avait des relents spinozistes. Et comme je ne les connaissais pas, donc je me suis dit que je devais aller y voir. Et alors comment concrètement est-ce que ça s'effectue pour vous, cette rencontre de la science et de la philosophie? Est-ce que déjà vous maintenez cette distinction radicale et vous sauriez dire exactement où se situe la science et où se situe la philosophie? Ou est-ce que vous êtes spinoziste à ce point que toute distinction et tout dualisme est réfuté et que finalement les deux sont tellement indissociablement liés qu'elles se nourrissent mutuellement? C'est une distinction, mais ça n'est pas un dualisme. C'est-à-dire qu'en effet, je pense qu'il y a une distinction à faire entre la science et la philosophie. On peut parfaitement être un scientifique de grande valeur, voire de génie, faire des découvertes fondamentales sans être philosophe. Réciproquement, ça, je ne sais pas. Je ne dirais pas que, surtout aujourd'hui, qu'on peut être vraiment un grand philosophe sans avoir quand même des notions relativement importantes sur les développements de la science actuelle, pas seulement la biologie, mais aussi la physique, les mathématiques, etc. Mais la science et la philosophie sont des disciplines différentes qui utilisent des méthodes différentes, dont les objectifs d'ailleurs sont aussi différents. Et donc il n'y a pas de raison de les confondre. Mais il n'y a pas de dualisme dans la mesure où elles se parlent l'une à l'autre. Et à condition de se connaître l'une l'autre, en effet. Donc il est possible, disons, une même personne joue à 2 jeux différents. Je peux jouer au basketball et au tennis éventuellement. Oui, mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est pas sans seulement appliquer les mêmes règles. Bien justement. sûr, mais il me semble que la différence va au-delà d'une simple question de méthode, puisque là, vous montrez bien dans ce livre que ce que Spinoza a écrit il y a 3 siècles permet de comprendre ce que la science a trouvé il y a très peu de temps. Et donc, ce qui est intéressant là dans cette confrontation, c'est qu'il y a une temporalité qui est complètement différente en science et en philosophie, à savoir qu'en science, il y a du progrès, qu'en philosophie, la question est beaucoup plus difficile à résoudre et que je ne suis pas sûre qu'il y ait du progrès en philosophie. Oui, c'est vrai, réciproquement, c'est-à-dire que la science, la philosophie écrite il y a 3 siècles permet de comprendre un certain nombre de données, disons, scientifiques actuelles, réciproquement. Un certain nombre de données scientifiques actuelles permettent de mieux comprendre certaines intuitions philosophiques du passé. C'est peut-être plus rare dans ce sens-là, non? Ça dépend des philosophes. En réalité, le dialogue s'effectue
s'effectue tout simplement sur la base des présupposés. C'est-à-dire que les différentes philosophies reposent toutes sur chacune d'elles, pour chacune d'elles, sur une ontologie dite ou non dite. Bon. Et alors après, la question se pose quand on compare ces ontologies avec aussi une ontologie dite ou non dite qui se trouve derrière les acquisitions de la science actuelle. Et dans ce contexte-là, il se trouve que l'ontologie spinoziste est plus en accord, disons, avec l'ontologie de la biologie actuelle, qui elle-même aussi est moniste. C'est ça le fondement. Voilà, mais c'est en ça que la science et la philosophie ne sont pas seulement de langages différents, puisqu'il y a aussi en science des présupposés ontologiques forts, tout comme en philosophie. Oui, sauf que la science peut se développer d'un point de vue opérationnel en mettant entre parenthèses ses présupposés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la science peut se développer uniquement en tenant compte de ses applications concrètes et du fait que ça marche. Du résultat. Quant à la nature de l'explication scientifique, ça c'est un tout autre problème. Et là, alors, en effet, il peut y avoir des philosophies différentes à partir des mêmes données scientifiques. Mais c'est là où ces philosophies différentes peuvent se confronter les unes par rapport aux autres, et on peut voir aussi, en les plaçant dans le contexte scientifique actuel, lesquelles de ces philosophies-là sont plus satisfaisantes ou moins satisfaisantes. Mais en tout cas, avoir recours à la philosophie en tant que scientifique permet aussi de mesurer les applications directes et toujours actuelles. Elle permet surtout de se poser les problèmes non scientifiques qui sont posés par les sciences, c'est-à-dire des problèmes justement ontologiques, éventuellement, de représentation de la réalité. Les sciences nous suggèrent certaines formes de représentation de la réalité, mais avec une marge de manœuvre très grande par rapport, au contraire, aux applications concrètes qui, elles, sont évidentes et ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre, si vous voulez, dans le fait que la machine marche ou ne marche pas. Par contre, l'interprétation de ce que fait la machine, là, elle peut être diverse. Merci beaucoup Henri Atlan. Le livre dont nous avons parlé toute cette semaine s'appelle « Le vivant post-génomique » ou « Qu'est-ce que l'auto-organisation ?» On trouve ça aux éditions Odile Jacob. Mais je renvoie également à d'autres ouvrages que vous avez écrits, notamment « Entre le cristal et la fumée », essai sur l'organisation du vivant, ça c'était au Seuil en 1979, et des ouvrages sur les étincelles de hasard, le clonage humain, la science est-elle inhumaine. Toute cette bibliographie, vous la retrouvez en ligne sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Merci Henri Atlan. Merci à vous. C'est la fin de cette semaine sur Montaigne et sur Henri Atlan dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Une semaine au terme de laquelle je voudrais remercier rapidement et dans le désordre François Connac, notre réalisateur qui fut un joyeux compagnon de route en terre montagnenne, le philologue André Lanly qui, avant de mourir, eut le bon goût et le talent de traduire Montaigne en français moderne chez Gallimard, une édition vraiment remarquable, Geneviève Méric, à qui nous devons une petite odyssée sans encombre en terre bordelaise, Géraldine Mosna-Savoie tellement douée qu'elle mériterait d'être normalienne, Mathilde Unger, Adèle Van Rett et Julien Tricard, tellement doués qu'ils mériteraient de ne pas être normaliens, Pierre Caumont et Frédéric Caïrou, nos œnologues techniciens, Cécile et son fils Christian Malherbès qui tiennent de main de maître le château de Montaigne, Inge et Tony, les propriétaires du gîte de la Renaissance, qui, quand ils n'accouchent pas les brebis, jouent du free jazz à leurs hôtes de passage, enfin Bernard Sèvres, Pierre Magnard et Alain Legros, nos grands absents, dont les travaux sur Montaigne sont un bonheur permanent. Bon courage pour finir aux étudiants de lettres qui ont Montaigne cette année au programme de l'agrégation ou du concours des grandes écoles. Je ne sais pas si c'est un réconfort, mais sachez que vous avez bien de la chance. Changement de décor enfin la semaine prochaine, puisque nous vous parlerons des monstres. Une semaine sur les monstres, une semaine thératologique, réalisée comme il se doit par un ange, Midia Portis Guérin. 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde, Florian Delorme.